Ok. Donc, bonjour. Et aujourd'hui, le docteur Renan va parler de sickle cell disease. Et le docteur Renan a grandi dans le plateau central d'Haïti et a reçu son doctorat en médecine de l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. Il a ensuite travaillé pour Zami la Santé, où il a été pendant 5 ans à la fois directeur des programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida à l'hôpital Bon Sauveur à Canges et à l'hôpital Sainte-Thérèse à Hinche. En juin 2013, le docteur Renard a complété sa formation en médecine interne à Montefiore Medical Center à New York. Il travaille maintenant comme interniste à l'hôpital chez St. Elizabeth Physicians à Kentucky, aux États-Unis. Ses intérêts principaux sont la santé globale et l'éducation médicale. Il a rejoint le personnel du projet HMI en février 2011 et est président actuel. Allez-y, docteur Renard. Merci Aïcha pour l'introduction. Bonjour Justinien, bonjour Cap-Haïtien. C'est encore un plaisir de participer à cette séance de présentation hebdomadaire. Aujourd'hui, je vais parler de la drépanocytose, encore l'anémie falciforme. C'est un sujet, je pense, que vous avez l'habitude de rencontrer beaucoup de patients qui souffrent de l'anémie falciforme. Je voulais faire un rappel principalement sur l'étiologie et les mécanismes physiopathologiques et les présentations cliniques de la drépanocytose comme une présentation pour aujourd'hui, et dans une deuxième séance, je pourrais en parler des traitements nouveaux en rapport à la drépanocytose. Je vais essayer de faire la présentation pendant les 30 prochaines minutes et peut-être après, on pourra prendre quelques questions. La drépanocytose ou encore l'anémie falciforme, c'est une pathologie génétique héréditaire sous la forme récessive. C'est lié à une mutation de la globine qui est produite par le chromosome 11, où l'acide glutamique est remplacé par la valine au niveau de l'aminoacide, 6e aminoacide sur la chaîne de la globine. C'est juste un codon. L'acide glutamique qui est remplacé par la valine. Il y a différentes formes de drépanocytose en fonction de la mutation qui se produit au niveau de la globine. Si l'hémoglobine normale contient deux sections, l'alpha 2 et bêta 2, l'hémoglobine hétérozygote, ou ce qu'on appelle le trait d'anémie falciforme, c'est une seule partie de la globine qui est mutée, et la forme récessive qui va aboutir à la drépanocytose, il y a une mutation qui est double. En termes d'épidémiologie, je n'ai pas de statistiques par rapport à ce que arrive en Haïti, mais aux États-Unis, il y a près de 2,5 à 3 millions de patients qui souffrent du trait d'anémie falciforme, c'est-à-dire une personne de race noire sur 12. Et la forme grave, la forme récessive, arrive sur 1 à 500 patients de race noire. Et la durée de vie en moyenne pour les patients qui souffrent de la forme récessive, c'est en moyenne de 42 ans pour les garçons et de 48 ans pour les filles. Et le coût estimé récemment, c'est de plus de 2 billions de dollars par année. En termes de mécanismes de physiopathologie, ce qui va arriver, c'est la formation des globules rouges en forme de rouleau ou encore en forme de drépanocytes, qui va aboutir à une déoxygénation de l'hémoglobine S, qui va aboutir au changement des protéines de structure de cette hémoglobine. Et la valine, qui a un attrait au niveau de la membrane pour l'eau, va être exposé à la surface. Et ceci va aboutir à ce qu'on appelle la polymérisation de l'hémoglobine S et aboutir à la précipitation de ces globules rouges au niveau des vaisseaux. Et la caractéristique, ou les caractéristiques physiopathologiques principales de l'hémoglobine, c'est d'abord la formation des globules rouges anormaux. Deuxièmement, il va y avoir une vasocclusion au niveau
de la microvasculature et ceci va aboutir à une inflammation chronique et aboutir également à une atteinte organique qui est multisystémique. Donc, la forme récessive ou encore la drépanocytose va aboutir à des symptômes généralisés parce que la plupart des organes vitaux vont être affectés par la drépanocytose. Donc, en termes de physiopathologie, pour la crise vaso-occlusive, c'est un facteur qui est multifactoriel. Il va y avoir une obstruction mécanique, c'est-à-dire les globules rouges vont être agrégés au niveau des vaisseaux. Il va y avoir une exposition de ces globules rouges au niveau de l'endothélium de ces vaisseaux qui va aboutir à l'adhérence ou encore l'expression de ces molécules d'adhérence et des réticulocytes. Ceci va créer une inflammation au niveau de la partie intime de ces vaisseaux et ceci également va aboutir à une diminution de la réponse vasculaire parce qu'il va y avoir une diminution du taux de l'oxyde nitrique au niveau de ces vaisseaux qui va diminuer la capacité de ces vaisseaux pour se dilater et aboutir à cette obstruction mécanique. Quand les globules rouges s'adhèrent au niveau de ces vaisseaux, ceci va aboutir à la production des substances pro-inflammatoires et ceci va entraîner l'expression de ces globules rouges, va entraîner une augmentation de l'expression d'adhésion de ces globules rouges et des globules blancs. Il va y avoir des substances pro-adhésives qui vont être libérées comme l'ICAM, le VICAM et l'I-selectine. Et principalement l'interleukine 6 qui va y avoir un aspect médiateur au niveau de l'inflammation et l'interleukine 8 qui va attirer des substances adhésives au niveau du lit macrovasculaire. Et beaucoup de substances prothrombotiques par rapport à l'expression au niveau de l'endothélium et avec les globules rouges vont être libérés et vont être exprimés, comme le facteur von Willebrand. Il va y avoir une déplétion des facteurs anticoagulants comme la thrombomoduline, l'héparine sulfate, une augmentation du plasminogène activateur et inhibiteur, l'inhibiteur de l'activation du plasminogène et une accrue de taux de plaquettes qui va de façon conjointe aboutir à cette microvascularisation. Donc d'abord, il va y avoir une expression accrue des substances prothrombotiques et également il va y avoir une diminution des substances anticoagulantes associées avec d'autres facteurs pro-anticoagulants qui vont de façon conjointe aboutir à cette vaso-occlusion. Cette vaso-occlusion également, non seulement va avoir l'aspect mécanique des globules rouges, l'adhésion et la libération de substances prothrombotiques, mais il va y avoir une diminution ou encore une dérégulation de la capacité de cet endothélium pour libérer l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, comme vous le savez, qui est un vasodilatateur très potent. Donc, si vous avez une diminution, encore un dérangement au niveau de l'oxyde nitrique au niveau du verre vasculaire, donc ceci va diminuer la capacité de ces vaisseaux pour pouvoir dilater et il va y avoir une consommation il va y avoir une association entre l'oxyde nitrique et l'oxyhémoglobine qui va aboutir à des substrats de méthémoglobine et des substrats de nitrate. Et ces genres de réactions vont contribuer à la formation de la vaso-occlusion au niveau du lit vasculaire. Donc, les patients qui souffrent d'anémie falciforme, il va y avoir un taux d'agents radicaux ou encore de l'oxygène libre au niveau du sérum qui va circuler et aboutir à la déoxygénation de l'hémoglobine rouge. Il va y avoir une diminution de la réponse des vaisseaux à l'oxyde nitrique. Il va y avoir une augmentation de taux d'arginine
Et ces genres de réactions encore vont contribuer à la formation des thrombus au niveau des vaisseaux. Et les différents syndromes, les différentes présentations de la drépanocytose vont être liées de la forme ou encore de génotype qui est associée à l'anémie falciforme. Si vous avez des hémoglobines S associées à l'hémoglobine A, l'hémoglobine S associée à l'hémoglobine E, ou encore la thalassémie, certains de patients vont avoir des anémies qui sont très minimes ou encore peut être asymptomatiques. Mais si vous avez des formes SS, les S et la thalassémie, les formes SI, ces genres de changements encore de génotype vont aboutir à des symptômes qui sont les plus graves. Et la drépanocytose, en fonction du génotype, on va avoir des syndromes cliniques qui vont être différents. Ce qu'on appelle avoir le trait d'anémie falciforme, c'est une forme hétérozygote. Cette forme hétérozygote va affecter les patients de race noire. Entre 8 à 14% de ces patients vont être affectés. En général, ces patients sont asymptomatiques. Ils vont avoir des anémies modérées prolongées. Et lorsqu'ils sont symptomatiques, et les organes qui seront le plus souvent affectés, ce seront les reins ou encore les lits vasculaires au niveau de la rate. On a remarqué que ces patients avec le trait d'anémie falciforme, ils vont avoir une augmentation d'infection urinaire chez les enfants. Ils sont plus à risque d'avoir des hématuries parce qu'ils vont avoir un risque élevé de l'acidose tubulaire aiguë ou encore une destruction au niveau des glomérules. Ils vont avoir une diminution de la capacité du taux d'osmolarité au niveau des urines. Et ces gens de patients avec le trait d'anémie falciforme vont avoir des cas de sécrétion au niveau de la rate qui vont aboutir à des infractions. S'ils sont en route alcécide, ils vont y avoir une diminution de la pesanteur et également du taux d'oxygénation. Ceci peut aboutir à des infractions au niveau de la rate. Quand ils sont exposés à des stress qui sont élevés, c'est-à-dire quand ils sont malades avec de la fièvre, certains des patients peuvent avoir un risque élevé de mort subite qui est beaucoup plus élevé, 40 fois plus élevé comparativement à la population générale. Et certains de ces patients vont avoir un risque élevé de cancer au niveau des reins, de la partie médulaire des reins. Donc, le plus souvent, certains des patients avec le trait de l'anémie falciforme vont être asymptomatiques. Et quand ils sont symptomatiques, ils vont avoir les reins ou encore la rate comme organes qui seront le plus souvent affectés. L'autre manifestation de l'anémie falciforme que vous savez bien probablement, c'est les crises vaso-occlusives. Les crises vaso-occlusives, c'est la manifestation la plus fréquente et récurrente de la drépanocytose. Et l'âge du début de ces crises va être différent. Dans une étude ancienne qui a plus de 30 ans, et en général, plus de 32% de nouveau-nés à partir de 9 ans vont avoir des symptômes, et à partir de 8 ans, 96% de patients qui ont l'anémie falciforme avec la forme récessive vont avoir des symptômes vaso-occlusifs. Et les manifestations les plus précoces vont avoir la dactylite, c'est-à-dire l'inflammation au niveau des mains. Il va y avoir des douleurs aiguës ou encore des infections spléniques. Et des fois, il y a des manifestations qui vont se présenter par exemple plus tardives chez les adolescents, encore les adultes âgés de plus de 20 ans. Et même lorsque les patients ont une forme récessive, il y a jusqu'à 30 à 40% des patients, des fois, qui ne vont pas avoir de forme de manifestation vaso-occlusive, même lorsqu'ils sont à la manifestation de la forme récessive. Et ce qui va généralement précipiter ces crises vaso-occlusives, c'est toujours les changements de climat, c'est-à-dire passer d'un climat chaud à un climat froid à un climat chaud, les infections respiratoires,
comme la bronchite, les infections urinaires, et les personnes qui souffrent de pathologies pulmonaires comme l'asthme, qui ont une tendance à avoir une hypoxie, l'exercice accru, la déshydratation, les gens de stress, et au cours des périodes chez les filles, les personnes qui ont une hypoxie nocturnale ou encore qui souffrent de l'apnée du sommeil. Donc, ces gens de patients ont une tendance à avoir une hypoxie, et l'hypoxie va être un facteur clé qui va précipiter ou encore qui va aboutir à la polymérisation de l'hémoglobine S et aboutir à la précipitation des globules rouges. Et les signes et symptômes de la crise vaso-occlusive, c'est, comme son nom l'indique, c'est la douleur. Cette douleur peut être triviale, c'est-à-dire minime, tout jusqu'à une douleur qui est excruciante. En général, c'est une douleur qui est multifocale et peut affecter plusieurs parties du corps, et les parties les plus souvent affectées, c'est le dos, les extrémités, la poitrine et l'abdomen. Et dans des formes de crise vaso-occlusive, on va avoir dans 50% des cas de la fièvre, des douleurs et à la palpation, une tachypnée, une hypertension, des fois de la nausée et des vomissements. Et ces crises vaso-occlusives peuvent durer en moyenne 2 à 7 jours. Les personnes qui souffrent de l'anémie falciforme, donc comme manifestation principale, c'est les crises vaso-occlusives. Et là, comme deuxième manifestation, c'est l'anémie. Le fait qu'il va y avoir une destruction des globules rouges, et les globules rouges qui, en général, ne survivent pas une durée, à une réduction de moyenne de leur durée de vie, de 17 jours. Donc, ces gens de patients vont avoir une anémie. C'est une anémie qui est chronique, mais en général très bien compensée. Donc, très souvent, on va avoir des patients avec des hémoglobines autour de 8 ou encore un taux d'hématocrite avec de 24%. Il va y avoir une résiclocystose appropriée, c'est-à-dire que la moelle va continuer à produire des réticulocytes. Et la durée de vie moyenne des globules rouges va être en moyenne de 17 jours, de 30 jours. On va avoir une diminution de l'acide folique, et le fait qu'il y a cette résiclocytose accrue, que la moelle doit régénérer les globules rouges de façon rapide parce qu'ils ont une durée de vie diminuée, avec le temps, on va aboutir dans 20% des cas à des anémies féribrives. Dans les cas où les restes sont affectés, on va avoir une diminution de l'érythropoïétine. Vous savez bien que l'érythropoïétine est un cofacteur qui participe dans la formation des globules rouges. L'autre type de symptômes qu'on peut avoir, c'est les séquestrations spléniques, c'est-à-dire les crises vaso-occlusives qui vont principalement liées à des obstructions au niveau des sinusoïdes, au niveau de la rate. Les globules rouges vont être attrapés et aboutir à une splénomégalie qui est aiguë, des douleurs au niveau de la région de l'hypocontre gauche ou subcostal, et ceci va aboutir à une diminution rapide du taux d'hémoglobine et même dans les cas sévères à des chocs hémodynamiques. Ceci affecte 25% des enfants qui ont une forme récessive de la maladie. Et les patients qui ont des crises spléniques vaso-occlusives répétées vont aboutir à une infarction de la rate, c'est-à-dire la rate va être réduite avec beaucoup de cas d'autophage. Donc, ces gens de patients, le fait qu'ils ont détruit leur rate avec le temps, ne vont pas avoir de crise splénique additionnelle. Il y a également les crises aplastique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une destruction des précurseurs de l'hémoglobine au niveau de la moelle. On va avoir une diminution du taux de réticulocytes, et le plus souvent, ces crises aplastiques sont liées à une infection virale qu'on appelle le parvovirus B19. Très rarement, on peut avoir des infections bactériennes liées au pneumocoque, au salmonella, et également le virus de l'Epstein-Barr.
L'autre manifestation qu'on va avoir avec l'anémie falciforme, c'est ce qu'on appelle l'acute chest syndrome, c'est la crise de douleur thoracique. Et en général, c'est un patient qui va présenter comme un cas d'infarction pulmonaire ou encore comme un cas atypique de pneumonie. On va avoir des infiltrats au niveau de la radiographie qui va aboutir, affecter ou encore aboutir un segment du poumon ou encore tout à fois une lobe. Et il va avoir des douleurs thoraciques. Ces patients vont vont avoir de la fièvre. Ils vont avoir de la tousse, probablement des wheezing et dans des formes sévères, une détresse respiratoire. Donc, il faut se mettre sur la piste du syndrome thoracique aigu à ne pas confondre avec une pneumonie. C'est la deuxième forme de complication chez les personnes souffrant de la drépanocytose. Plus de 50% de patients qui souffrent de la drépanocytose vont avoir le syndrome thoracique aigu. Et c'est plus fréquent chez les adultes comparativement chez les enfants. Et c'est la forme la plus commune de TC chez les patients adultes souffrant de la drépanocytose. Donc, il y a une étude qui a été réalisée au niveau en 2000 par ce qu'on appelle le National Acute Chest Study Group. C'est une société qui fait des études qui analyse les patients qui souffrent de la drépanocytose. Dans 80% de ces patients, ils avaient eu de la fièvre, 62% se présentaient avec une tousse, la dyspnée à 45% et la douleur thoracique à 44%. Et dans cette étude, on a pu suivre ces patients qui se présentaient avec les syndromes thoraciques aigus. L'hospitalisation moyenne était de 10 jours et les patients qui étaient âgés de plus de 20 ans qui se présentaient avec un syndrome thoracique aigu, en général, vont avoir une forme qui est beaucoup plus sévère. 13% des patients nécessitaient une ventilation mécanique par rapport à une hypoxie respiratoire ou détresse respiratoire. 11% de ces patients souffraient d'un ACV et 46% de ces patients avaient une détresse respiratoire. Et en général, 3% de ces patients vont être décédés, dépendamment si vous avez le support avec la ventilation mécanique ou encore de soins intensifs. Et la cause la plus commune de décès, c'est l'embolie pulmonaire ou encore les infections respiratoires comme la bronchopneumonie. L'autre syndrome qu'on veut avoir, c'est l'obstruction au niveau de l'artère pulmonaire qui va aboutir à l'hypertension pulmonaire. Et ceci va être retrouvé dans 32% des patients qui souffrent de l'hypertension artérielle pulmonaire et 9% vont avoir une forme sévère. Donc, ces gens de patients en général vont avoir un taux d'hémoglobine hématocrite qui est très bas. Ils vont avoir une augmentation de l'AST, l'adénosine, au niveau du foie et également un taux de LDH qui va être très élevé. On va utiliser des mesures échocardiographiques pour pouvoir mesurer le jet de la valve tricuspide qui va vous donner une estimation de la sévérité de l'hypertension artérielle pulmonaire. Certains de patients vont avoir une association de pathologie rénale et cardiovasculaire. En général, ils vont avoir une hypertension artérielle systémique qui va être associée à cette hypertension artérielle pulmonaire. Donc, l'hypertension artérielle pulmonaire chronique, de façon prolongée, elle-même peut aboutir à l'hypoxie et aboutir à des crises vaso-occlusives qui vont affecter l'artère pulmonaire principalement. Le système digestif peut être affecté et il y a les crises hépatiques où le patient va se présenter, la patiente va se présenter avec des douleurs au niveau de l'hypocontre droit, des nausées, des vomissements. On peut avoir un taux anormal des enzymes hépatiques et on peut avoir des obstructions encore des cholestases intrahépatiques
Et ces gens de patients peuvent présenter avec un ictère qui est très profond, des formes de insuffisance rénale aiguë et peut aboutir à une encéphalopathie. Et en général, les enzymes hépatiques vont être très très élevées. Et on peut avoir cette cholestase intrahépatique, mais on peut avoir également une cholécystite aiguë parce qu'il y a beaucoup de pierres qui vont se former au niveau de la vésicule biliaire et aboutir à une cholécystite. Il y a des formes de séquestration hépatique et le fait qu'il y a une anémie qui est chronique et récurrente avec des crises vaso-occlusives ou encore des lésions d'hémoglobine rouge de façon répétitive, ces gens de patients nécessitent très souvent des transfusions sanguines et qui peuvent aboutir avec le temps une surcharge de fer liée à la transfusion répétitive avec l'anémie. L'autre manifestation clinique qui est très courante chez les patients souffrant de la drépanocytose, ce sont les infections. Et ces patients, du fait qu'ils ont bas l'âge, à partir de l'âge de 20 ans, une destruction de la rate, donc ces patients vont être susceptibles d'avoir des infections avec les organismes qui sont encapsulés, comme les streptocoques, l'Haemophilus influenza, et c'est pour cette raison qu'il faut toujours vacciner ces patients souffrant de la lymphaticome parce que l'introduction du vaccin pour le pneumocoque va réduire l'incidence des infections en pneumocoque de plus de 90%. Très rarement chez les enfants, on peut avoir de la méningite. Certaines fois, on peut avoir une pneumonie bactérienne, ils peuvent avoir l'infection au mycoplasma ou chlamydia. Donc, il faut surtout penser des fois à fournir des antibiotiques qui sont appropriés, qui peuvent traiter ces bactéries intracellulaires comme le mycoplasma. Et les infections légionnaires, il y a les infections respiratoires virales comme l'influenza. Et très rarement, ces patients peuvent avoir une infection osseuse comme une ostéomyélite qui est le plus souvent liée au salmonella et dans des cas très rares au staphylocoque. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C peuvent être associées à l'anémie falciforme. Il va y avoir des manifestations cardiaques. Donc, ces patients qui vont avoir une anémie qui est chronique vont avoir ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque à haut débit. Et avec le temps, ceci peut aboutir à une cardiomégalie ou encore une augmentation de volume des ventricules. Mais très rarement, ils vont avoir une cardiomégalie sans pour autant avoir une cardiomyopathie. Et ces patients qui souffrent de la lymphaticome vont avoir un risque non hétérogénique d'insuffisance d'infarctus du myocarde dans les cas d'autopsie. L'autre manifestation qui est très courante au niveau de la lymphaticome, c'est le priapisme, c'est-à-dire c'est une érection prolongée et douloureuse qui arrive chez 6 à 42% des patients qui souffrent de la drépanocytose. On va avoir une distribution qui est bimodale. Donc, on va avoir des cas chez les adolescents entre 5 à 13 ans et on va avoir des formes beaucoup plus sévères chez les personnes âgées de 21 à 29 ans. Et ces cas de priapisme, en général, vont être très récurrents et ceci peut aboutir à l'impotence parce qu'il va y avoir une destruction du corps caverneux avec le temps. Donc, c'est peut-être l'une des causes les plus rapportées de priapisme. Il y a encore des médicaments qui peuvent aboutir au priapisme. Donc, l'anémie falciforme, c'est une maladie qui est multisystémique qui affecte le système cardiovasculaire, le système hépatobiliaire, les os, les reins. Mais dans des cas, en dehors de la forme vaso-occlusive ou encore le syndrome thoracique aigu ou encore les cas d'infection qui sont les trois manifestations les plus communes, il y a également des atteintes au niveau de la rétine
Il peut y avoir également avec une diminution du flot du flot vasculaire au niveau des membres. Ces patients peuvent avoir des ulcères chroniques au niveau des membres. Et les enfants peuvent avoir un retard de développement et du fait qu'ils ont une hypoxie qui est chronique et un taux d'hémoglobine qui est très bas. Et dans des cas plus avancés, si c'est un patient par exemple qui avait souffert d'une méningite, on peut avoir un délai de développement cognitif chez les enfants. Donc c'est une pathologie, si vous regardez en fonction du mécanisme, c'est les agrégations des globules rouges qui vont être adhérés au niveau de l'endothélium et au cours de cette adhésion, il va y avoir l'expression de beaucoup de substances pro-inflammatoires comme l'interleukine. Il va y avoir une diminution de l'oxyde nitrique au niveau du lit vasculaire qui va diminuer la capacité des vaisseaux à se dilater. Et également, il va y avoir un accru de plaquettes et ces ensembles de réactions avec la diminution de l'oxygène vont aboutir à tous les symptômes qui sont liés à la lymphaticforme, les crises vaso-occlusives, les infections, les syndromes thoraciques aigus et les atteintes hépatobiliaires. Donc, c'est une maladie qui est multisystémique. Donc, je voulais faire ce rappel aujourd'hui des différentes présentations cliniques ou manifestations cliniques de la drépanocytose. C'est surtout d'avoir un indice de suspicion chez un patient qui a des formes d'hémolyse, de l'anémie ou encore qui se présente avec des douleurs atypiques. Il y a des patients qui souffrent d'anémie falciforme et qui, pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas beaucoup de contact avec le milieu médical, qui ne sont diagnostiqués que très tardivement parce qu'ils vont avoir des formes de présentation atypiques. Mais en général, les cas typiques, vous allez pouvoir les reconnaître et faire une prise en charge adéquate. Donc, c'était la première partie de la présentation. J'espère au cours des semaines prochaines de faire un rappel sur la prise en charge de la drépanocytose et quelles sont les perspectives, les derniers traitements qui sont, que ce soit en forme d'expérimentation ou encore qui sont disponibles pour pouvoir gérer, traiter la drépanocytose. Parce que maintenant, on parle de beaucoup de transplantation médulaire ou encore de modification génétique. Donc, je voulais faire d'abord la présentation clinique et dans une deuxième séance, je parlerai de la prise en charge, principalement en milieu hospitalier, de la drépanocytose. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre. Merci pour votre patience. Il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Et donc, je vous remercie pour la présentation, c'est très intéressant. Et donc, ma question est la suivante. Donc, à partir, on sait qu'il y a beaucoup de manifestations cliniques, des complications de l'infection, mais il y a aussi un certain temps qu'on devrait espérer donc les apparitions. Donc, normalement, vous avez parlé de l'hypertension pulmonaire puis systémique. Donc, à partir de combien de temps d'évolution on devrait espérer de cette complication? En général, ce que je peux voir, les patients qui vont avoir l'hypertension artérielle systémique ou pulmonaire, c'est peut-être à partir de la 3e décennie, ils peuvent avoir déjà des cas d'hypertension artérielle qui peuvent se manifester. Vous savez bien que ceci est lié à une diminution des vaisseaux pour pouvoir se dilater. Donc, si vous avez une augmentation de la résistance vasculaire, donc de façon très, certains de patients vont avoir un risque élevé d'hypertension artérielle insystémique. L'hypertension artérielle pulmonaire va être liée à l'obstruction chronique également
de l'artère pulmonaire. Vous savez bien que ces patients sont à risque pour avoir l'embolie pulmonaire. Donc, si vous avez une séquestration au niveau de l'artère pulmonaire, cette artère pulmonaire, la pression va être augmentée. Maintenant, ça c'est lié directement à la maladie. Imaginez-vous que vous avez un patient avec avec la drépanocytose qui est obèse et qui également souffre de syndrome d'apnée du sommeil. Donc, vous allez avoir d'autres facteurs qui peuvent contribuer à cette hypertension artérielle pulmonaire. Mais l'hypertension artérielle systémique, c'est à partir de la 3e décennie que vous avez commencé à avoir les patients souffrant de cette pathologie. Ok, merci. Mais on peut avoir des patients avec anéphalciforme qui sont obèses? J'en ai vu de ces patients. Rappelez-vous que même lorsque vous avez la forme drépanocytaire, il y a des patients pour une raison ou pour une autre qui ne vont pas avoir des crises tout à fait répétitives ou encore des crises tout à fait sévères. Comparativement, la majorité des patients vont avoir des pénétrations sévères, mais il y en a des patients qui, des fois, vont passer sous le radar, que ce soit par dépendamment si ces patients maintiennent leur vaccination, maintiennent l'hydratation, il y a des patients qui arrivent à minimiser les facteurs de risque en termes d'infection, en termes de stress, en termes de déshydratation. Donc, il y a des patients qui ont des formes d'hémoglobine ou encore des différents génotypes. Même lorsqu'ils ont de la drépanocytose, ils ne vont pas avoir la forme SS, ils vont avoir la forme S associée à un autre changement de la globine. Donc, ces patients vont avoir un génotype qui est différent et les présentations encore, les formes graves peuvent ne pas se présenter, que ce soit de façon récurrente ou encore très tôt à l'âge. Mais la majorité des patients, plus de 85% vont avoir des formes sévères. Ça, c'est sûr. Merci. Donc, vous avez parlé aussi des ulcères, rétinopathies, la médecine au niveau des membres. Donc, est-ce que ces ulcères-là sont liés directement à la nymphacome ou secondaires en complications de la nymphacome? Par exemple, soit comme vous avez parlé de l'hypertension systémique, donc est-ce que c'est à travers des C'est peut être de deux façons. Donc, par exemple, vous avez des patients qui peuvent avoir une ostéomyélite. Donc, si vous avez une ostéomyélite au niveau des membres, en général, ceci peut être lié de deux façons, que ce soit avec les falciformes où vous avez une blessure ou encore avec, en général, c'est la salmonelle, mais il y a des patients qui ont des problèmes cutanés, le fait qu'il va y avoir une diminution de la perfusion au niveau des membres inférieurs. Donc, ces gens de patients peuvent ne pas avoir une perfusion adéquate au niveau des téguments et peuvent aboutir à des ulcères. Donc, c'est peut-être directement lié à l'infalciforme ou encore à une complication. Des patients qui ont des cellulites, des patients qui ont une stase veineuse peuvent avoir l'ulcère au niveau des membres comme n'importe quel autre ulcère. Donc, c'est un ulcère en général avec l'inflammation chronique, avec l'hypoxie qui existe. Le corps va en général essayer de protéger les organes vitaux comme le cerveau, le cœur, les reins, aux dépens des membres inférieurs. Donc, c'est un des patients qui ont une anémie chronique, qui ont une hypoxie chronique, qui a beaucoup de plaquettes au niveau des vaisseaux, dans les cas de crise vaso-occlusive répétée. Donc, va avoir une diminution de la perfusion au niveau des membres inférieurs et c'est un des ulcères. Le plus souvent des ulcères artériels comparativement aux ulcères veineux ne vont pas être guéris et vont développer, vont avoir une forme chronique. Ok, merci. Donc, ma dernière question est, quelle serait la complication la plus sévère au niveau rénal? Est-ce qu'il y a des complications rénales qui sont vraiment notables? J'ai eu un patient que j'avais vu qui avait un infarctus rénal, c'est-à-dire qu'il avait eu des douleurs au niveau du flanc avec une hématurie massive. C'était l'artère rénale qui était complètement obstruée. Et ça, c'est dans les cas, on peut avoir des cas qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire une hématurie qui est microscopique.
et du fait qu'il va y avoir l'hypoxie au niveau de la région médulaire, au niveau des reins, ceci peut aboutir à des nécroses tubulaires aiguës et qui peuvent obstruer les glomérules et aboutir à des douleurs au niveau des flancs. Et ceci va présenter à la formation des castes au niveau des urines ou encore des hématuries. Mais on sait que ces patients également sont à risque pour avoir des infections urinaires et on sait que ces patients vont avoir des problèmes prolongés pour pouvoir concentrer l'urine et on va avoir une diminution de l'osmolarité de l'urine. Mais les hématuries, les infections urinaires et dans les cas très rares, un infarctus rénal peut être lié à une crise vaso-occlusive. D'accord, merci. Merci. Donc. Merci, Dr. Les chiffres que vous avez avancés sur la durée de vie, je ne sais pas si on a gardé depuis des observations, mais est-ce que l'intervention, disons, de l'hydroxyurine n'a pas amélioré la survie de ces patients-là? Maintenant, avec beaucoup de traitements, et c'est le problème majeur qui est lié avec ce genre de pathologie, comme la drépanocytose, c'est la recherche. C'est une pathologie qui existe et qui affecte principalement les gens de la race noire. Si vous comparez l'anémie falciforme ici en termes du nombre de fonds qui est disponible pour la recherche comparativement avec la fibrose cystique qui affecte principalement les gens blanches, le nombre d'argent qui est disponible pour la fibrose cystique est nettement supérieur comparativement au nombre d'argent qui affecte les Noirs ici aux États-Unis. Donc déjà, c'est une très grande différence. Donc pour pouvoir aboutir à des traitements accrus ou encore de nouveaux traitements, on doit avoir des financements. Donc c'est une forme d'exclusion sociale, c'est une forme de violence structurelle si vous n'avez pas assez de fonds disponibles pour faire des recherches sur une pathologie qui affecte principalement les Noirs. Donc, il y a beaucoup de traitements proposés, comme la transplantation médulaire. Il y a beaucoup de traitements en termes de génétique, modification génomique. Il y a beaucoup d'autres traitements comme les anticorps monoclonaux qui sont en train d'être essayés, qui arrivent. Si vous regardez pendant les 30 dernières années, il n'y a qu'à eu, c'est une des pathologies où il n'y a eu qu'un médicament qu'on utilise, c'est l'hydroxyurée. Il n'y a pas assez de pathologies où vous allez voir qu'au cours des 30 dernières années, il n'y a pas au moins une panoplie de médicaments qui se sont développés pour pouvoir améliorer les gens. Donc c'est quelque chose, il y a beaucoup de traitements qui sont en cours en forme d'essai, mais ces genres de traitements ne sont pas divulgués. Et ceci est lié principalement au manque de fonds, de financement. Ok. Merci. Merci Justinien. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Et on espère vous voir la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, le docteur. Bon, téléphone, nous. Pour me capable de faire le docteur Gaï contact les 33 76 0706. 0706. Rappelez-moi encore. Saint-Fleur. Saint-Fleur, yeah. Tout le docteur Moïse a demandé pour vous. 33 76 07. Nous travaillons dans le même l'hôpital. Justement. 33 76 0706. Bon, moi, email ou Et Moni Saint-Fleur, à commercial@mail.com. Woni avec Y? Avec Y, bien sûr. Yahoo.com ou Yahoo.fr? Hotmail.com. Hotmail.com, ok. Ok, je vais envoyer un email avec téléphone, je vais copier Dr. Galit,
nous allons essayer de contacter pendant que les au Cap dans Ogenta. Ok. Bonne journée, docteur Sefla. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Aisha, vous capable de prendre email li en tout? Oui, moi j'ai déjà, oui. Vous avez déjà, ok. Oui, parce que ça avait mon contact là, m'a voué invitation. Ok, pas de problème. Donc, m'a pas forwardé vous. Et vous te parlez nous de petites dames et comment même qui te veut faire volontaire. Nous te bon email ba ou nous dire que client est capable de faire au moins soit en vidéoconférence même par avec sur WhatsApp, pas jamais gagner un calendrier qui est disponible pour parler avec lui. Ah non, parce que il était en Haïti pour ça, mais il est parti lundi, m'a envoyé un message pour lui pour modèle qu'il pendant semaine quand venir il est disponible pour faire un appel conférence. Les États-Unis qu'on y a? Et oui, il fait partie. Ok. Gardez pour peut-être s'il est disponible, peut-être parce que moins libre semaine ça, s'il est disponible dans la semaine ça. Non, bah, modèle, là maintenant, il devrait être disponible pour la fin de la semaine. Ok. Donc, je vais lui demander quel jour il sera le meilleur jour pour lui. Ok, pas de problème. Regarder avec Galit tout, ouais. Je suis que on va avec Galit pendant que Galit. Oui, mais avant contact avec Galit, il se confirme, il dit que la rentrée samedi plutôt et puis il prend au Cap dimanche. Et parce que maman parle au Cap tout, même là, et puis encore tous les deux à tourner mardi. Non, mais ok, pas de mais problème. moi-même, ma pas au prince. Non, mais ma poêle quand même. Ok, pas de problème. Ok, merci un peu, Aïcha. D'accord, Bonne journée. merci beaucoup pour la présentation. Donc, et deuxième présentation, on va faire la semaine prochaine ou bien? La semaine prochaine, je travaille. Je pense que je vais regarder la semaine après, la semaine après. Donc, on va finir le travail. Pour la semaine prochaine, on va voir si Galit a fait la présentation par là. Parce qu'elle avait fait une présentation pour la semaine dernière et personne n'a pas connecté. Parce que je dis un problème Internet, donc personne n'a pas connecté. Ok. Donc, nous allons reporter peut-être pour la semaine prochaine et puis la semaine d'après, on va faire si vous êtes disponible. Je vais regarder ça. Merci. Ok, d'accord. Merci, on garde le contact. Bonne journée. Même tout.